heureux et j'associe également Isabelle Torres, professeure du lycée Louis Thuillier, de vous accueillir pour ce premier cycle de conférences qui concerne nos classes préparatoires aux grandes écoles. Quand je dis premier cycle, c'est parce que sur cette année scolaire, nous avons effectivement envisagé d'organiser plusieurs conférences de ce type. Nous avions démarré en commun l'année dernière, et puis cette année, on a pris cette décision de multiplier ces conférences qui vous permettent d'élargir vos questionnements et puis d'aborder des problématiques très différentes et de façon interactive avec les acteurs qui font aujourd'hui les écoles de commerce. Ce matin, nous accueillons Olivier Guyotto, le directeur de l'école de Montpellier, donc sur une thématique qui est vraiment pour vous très, très importante et qui vous permettra, je l'espère, de vous positionner sur votre orientation future. On a envisagé cette conférence sur un temps d'abord de conférence de votre part et puis ensuite sur un temps de questions-réponses avec les étudiants et puis les enseignants présents. Il y a un impératif, il faut absolument que à 12h nous ayons terminé à la fois la conférence et le temps d'échange, et j'espère qu'elle répondra ce matin aux questions que vous pouvez vous poser. Je vous remercie encore de votre présence. Je remercie aussi Bernard de la Campagne qui fait le lien avec vous et avec nous, et puis la Chambre de commerce pour nous prêter gracieusement cet amphithéâtre. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir, c'est gentil. Donc l'idée c'est effectivement de faire une première partie où on va parler de ce lien entre grande école de management, fusion, alliance, parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup bouger les écoles que vous allez intégrer. On fera sans doute après questions-réponses, et puis une seconde phase où, si ça vous intéresse, je vous présenterai aussi le cursus de Montpellier. Ça vous permettra aussi de le caler dans cet environnement-là. Et puis en fonction du temps, on pourra aussi parler de la préparation des oraux. Potentiellement, il y a 3 phases, mais ça dépendra du temps qu'on va prendre. L'idée étant que ça soit assez interactif en fait. Je vais d'abord me présenter, donc je suis Olivier Guyotto, je suis le directeur du programme Grande École de Montpellier Business School. J'ai la particularité d'avoir fait une prépa HEC ou à ECO, et d'avoir fait une école. J'ai fait Kiedge Bordeaux en fait, à l'époque ça s'appelait Sud-Deco Bordeaux, après ça s'est appelé BEM, maintenant ça s'appelle Kiedge. Donc je connais pas mal ce milieu-là. Ça m'a permis de partir en échange quand j'étais étudiant. Je suis parti en Angleterre, j'ai fait 2 trimestres à Birmingham. Suite à ça, en fait, j'y suis resté 5 ans et demi. J'ai vécu 5 ans et demi là-bas, où j'ai fait un doctorat de sciences politiques, en fait. Et je travaillais à l'université d'Aston, je donnais des cours. Après, je suis revenu en France pendant un an, j'ai fait de la musique, parce que c'était une de mes grandes passions. Après, pendant 4 ans, j'ai travaillé dans un lycée professionnel, je m'occupais de jeunes en situation de déscolarisation. Ça s'appelle un CIPA, cycle d'insertion professionnelle par alternance. Ensuite, je suis reparti à l'étranger parce que j'avais envie de revivre cette expérience, d'apprendre une langue et de découvrir une culture. Je suis parti en Argentine, en fait. J'ai vécu 8 mois là-bas, j'ai rencontré une Colombienne. Je suis tombé très amoureux. A priori, elle aussi, puisque c'est ma femme aujourd'hui, donc il doit y avoir une sorte de réciprocité des sentiments. Et donc, on est parti vivre à Bogota, et pendant 2 ans et demi, je travaillais dans une université où je m'occupais d'un master en relations internationales. Et puis je suis rentré en France, on est rentré en France il y a maintenant 6 ans. Pendant un an, je me suis occupé des relations internationales de BEM à l'époque. Et puis je m'occupe de l'ESC Montpellier, enfin qui n'existe plus officiellement, du programme Master en école de Montpellier Business School depuis 5 ans. Alors je vous dis tout ça, c'est une manière de me présenter, c'est aussi parce que voilà, c'est un exemple de parcours de quelqu'un qui a fait une prépa, une grande école de management. C'est pas un bon parcours, c'est pas un mauvais parcours, c'est un parcours. Dans les gens qui ont fait l'école avec moi, j'en ai un par exemple qui travaille chez Standard & Poor's depuis qu'il est sorti de l'école. C'est par exemple lui qui a enlevé le triple A de la France, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce drame-là. C'est sa responsabilité. J'en ai un qui est traducteur à Londres. J'en ai un qui bosse dans l'humanitaire à Barcelone. J'en ai une qui bosse à la Citibank qui habite à Singapour. J'en ai un qui a une boîte de médias et qui fait notamment des clips vidéo, etc. etc. C'est tout l'intérêt de ce genre d'études finalement. Ça vous ouvre quand même un panel de professions, de domaines qui est très 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 large.
Et je crois que de ce point de vue-là, c'est une des forces. Alors évidemment, si vous voulez faire cosmonaute ou médecin, c'est pas la bonne voie, c'est très clairement pas ça. Mais pour pas mal d'autres métiers, ça vous permettra effectivement de pouvoir y aller. Alors, le thème, c'est les grandes écoles de management face au phénomène de fusion et d'alliance. On est dans un moment de l'histoire de l'éducation, de l'enseignement supérieur, qui est un moment un peu clé, dans le sens où on est face à des gros bouleversements, à la fois parce que les changements dans le monde font que, notamment en termes de technologie, il se passe des choses qui font que d'un modèle où on était forcément à du face-à-face entre vous et le professeur, on est en train de passer à un modèle où il y a beaucoup d'enseignement en ligne, il y a beaucoup de ce qu'on appelle d'e-learning, on peut être très interactif grâce aux nouveaux moyens de communication, et ça remet forcément en question le modèle qui était le nôtre, et qui est un modèle français où il y a beaucoup de face-à-face. On est un pays où il y a beaucoup de face-à-face par rapport notamment aux pays anglo-saxons, où les élèves préparent beaucoup leurs cours, par exemple à la bibliothèque, avant d'aller en cours. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'on est dans une situation économique qui fait que les financements, notamment publics, sont plus rares, et donc quelque part, si on veut être aussi efficace, ben, il faut être plus imaginatif, parce que quelque part, l'argent ne coule plus à flot comme à une certaine époque, et il faut s'adapter à cette réalité-là. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que cette problématique-là, elle touche aussi les grandes écoles de management, comme les universités publiques, comme les écoles d'ingénieurs, comme le lycée, comme le collège, etc., etc. Et donc, ce qu'on va essayer de regarder, c'est de quelle manière, finalement, on fait face à ça. Alors, d'abord, c'est quoi une grande école de management, puisque c'est celle auquel vous allez postuler. Il y a des écoles, il y a des grandes écoles. En France, il doit y avoir 250 à 300 écoles de commerce, et il y en a 35 qui sont perçues comme des grandes écoles parce qu'elles délivrent le grade de master, en fait. C'est-à-dire, c'est le programme vers lequel vous allez aller, mais qui fait que, en sortant de cette école, votre diplôme sera un master. Officiellement, seules les universités ont le droit de délivrer des diplômes de master. Et historiquement, les universités et les grandes écoles de management sont indépendantes, ce qui est un système assez rare. D'habitude, dans le monde, les business schools font partie de l'université. C'est aussi le cas d'ailleurs pour les écoles d'ingénieurs qui ne font pas partie de l'université. Ce qui fait qu'on a un système un peu dual en France, où vous avez d'un côté l'université, de l'autre, grandes écoles, managers ou ingénieurs. Et le droit d'être une grande école, c'est parce qu'on délivre un grade de master. Pour avoir le droit de le délivrer, on passe devant une commission avec différents spécialistes, et on présente notre cursus, la façon dont on fonctionne, etc., etc. Combien on a de profs, combien on a de voyages à l'international. Et en fonction de ça, ils nous donnent ou pas le droit de le faire pour une durée maximum de 6 ans. Et après, il faut renouveler ça. Ça veut dire que si on n'a pas de master grande école, on n'est pas grande école. Sachant qu'historiquement, la majorité des grandes écoles ont été créées par les chambres de commerce et d'industrie. Par exemple, Subdeco Amiens a été créé par la CCI d'Amiens, on a été créé par la CCI de Montpellier. Le SCP, qui est la plus ancienne école de France, a été créé par la CCI de Paris. Et donc, pendant longtemps aussi, une des sources de financement des écoles, c'était la chambre de commerce, qui mettait de l'argent dans le pot de l'école pour que ça fonctionne. Comme aujourd'hui, les CCI sont en phase de réforme et reçoivent moins d'argent, et ben forcément, elles donnent moins d'argent aux écoles aussi, et ça pose aussi la question de leur financement. Ceci étant dit, toutes les grandes écoles de management n'ont pas été des écoles créées par leur CCI. On a aussi des écoles qui sont notamment privées au sens stricto sensu du terme. Par exemple, l'INSEC ou l'ISC n'ont aucun lien avec les CCI, et là, pour le coup, ont été créées de manière individuelle, et ont des business models un peu différents. Mais ça explique, voilà, toute cette espèce de dichotomie entre, d'un côté, ce qu'on perçoit comme un enseignement public et gratuit à l'université, et ce qu'on perçoit comme un enseignement privé et payant dans les grandes écoles, même si en fait, nous, on est une association, par exemple, association loi 1901, donc on n'est pas privé au sens pur du terme, et pendant longtemps, on était un service d'une chambre de commerce, donc on n'était pas du tout privé, même si dans la tête des gens, on fait ce lien. Après, vous avez toujours la question de savoir, est-ce que ça vaut le coup ou pas de payer ses études, qui est une grande question. Ce qu'il ne faut pas confondre, c'est le fait de payer des études et est-ce que ça vaut quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous allez à l'université, ça coûte rien? Non, ça coûte quelque chose. Après, c'est financé par les impôts qu'on paye tous.
Alors que quand vous faites une école, vous payez des droits de scolarité différents. En plus de ça, et ce qui est une différence assez fondamentale. De manière générale, l'enseignement supérieur coûte cher, ça c'est une évidence. Aujourd'hui, on est sur des droits de scolarité qui vont de, on va dire, 8 500 à 10 000 euros l'année, ce qui peut être considéré comme assez cher. C'est pas très cher par rapport aux États-Unis ou à l'Angleterre, par exemple. Quand on va à l'étranger, de manière assez surprenante, les gens nous disent « Oh, mais c'est pas cher en France ». Et ça nous paraît surprenant. Ce qu'il faut savoir néanmoins, c'est que rien n'est gratuit. C'est-à-dire que même à l'université, l'enseignement supérieur coûte cher. Et je crois qu'à un moment, quand ça a de la valeur, ça coûte quelque chose. Parce que dans la tête des gens, gratuit, ça veut dire « Ah bah ça n'a pas de valeur alors ». Alors que non, ça a de la valeur. Et quelque part, à un moment, la question qu'on doit se poser, moi c'est celle que je me suis posée quand j'ai choisi de faire une école, c'est est-ce que cet investissement-là vaut le coup d'être fait ? J'ai jamais regretté d'avoir fait une grande école de management de ce point de vue-là. Ça m'a ouvert plein de portes et l'enseignement était vraiment intéressant. Mais c'est une question qu'on peut se poser et certains y répondront en disant non, moi j'estime que ça doit être gratuit, donc j'irai dans quelque chose de gratuit. On est quand même aujourd'hui dans un modèle français où la part du non gratuit augmente par rapport à la part du gratuit, alors que dans certains pays ça fait longtemps que, entre guillemets, l'enseignement gratuit public est une minorité. Je pense aux États-Unis, je pense à la Grande-Bretagne, je pense à la Colombie par exemple. C'est quelque chose qui est finalement très développé dans beaucoup de pays. Quelles sont les caractéristiques des grandes écoles ? D'abord la dimension internationale. La dimension internationale, c'est le fait qu'effectivement vous allez être mélangé avec des étudiants de plein de pays différents, et puis vous allez avoir la possibilité de partir à l'étranger. Soit en allant dans une université partenaire étrangère, soit en faisant des stages dans des entreprises étrangères. Généralement, pour délivrer le grade de master, il faut avoir au moins un semestre à l'étranger de séjour ou de stage. Ça veut dire que vous allez avoir différents modèles pour assouvir cette envie-là. Ça peut être dans une université partenaire, et généralement c'est un système d'échange en fait, c'est-à-dire que si vous allez 2 semestres à l'université de Birmingham, il y aura un étudiant de l'université de Birmingham qui va venir dans votre école. Et ça fait un jeu à somme nulle. C'est ce qu'on appelle en Europe Erasmus, mais ça existe aussi avec tous les autres pays du monde, même si ça passe pas par le soutien d'Erasmus. C'est quelque chose qui se fait énormément. À Montpellier, on a, je crois, 160 partenaires. C'est énorme. On n'est pas les seuls, toutes les grandes écoles de management ont énormément de partenaires, mais ça vous permet d'avoir énormément de choix et énormément de possibilités pour partir à l'étranger. Alors, il y a différents modèles, ça peut être un semestre, ça peut être 2 semestres, ça c'est déjà un changement. Je vous expliquerai comment on fait à Montpellier et pourquoi on a choisi cette option-là. Vous pouvez partir dans une université partenaire étrangère, vous pouvez aussi partir dans un campus externalisé. Aujourd'hui, les écoles ont créé des campus à l'extérieur. Je prends par exemple Schema, un campus en Chine, Schema un campus aux États-Unis, ce qui sont des formules intéressantes, ce qui sont aussi des formules différentes, dans le sens où l'avantage du campus externalisé, c'est que vous êtes sûr de pouvoir partir à l'endroit où vous voulez partir. Pourquoi ? Parce que généralement, ils vont envoyer 150, 200 élèves en même temps. Le défaut, c'est que vous allez être avec des Français. Et quelque part, l'effort pour rencontrer des étrangers va être encore plus fort à faire. Si vous partez dans une université partenaire étrangère, le défaut c'est que généralement, comme le nombre de places est limité par destination, si vous voulez partir à New York, peut-être que vous ne pourrez pas partir à New York, il faudra que vous partiez à Washington. Par contre, l'avantage c'est que vous ne partez pas trop de Français ensemble, et résultat, ça vous permet de faire plus facilement des liens avec les étrangers sur place. C'est une aventure forcément que je soutiens parce que moi ça a changé complètement ma vie. Donc je crois qu'on vit aujourd'hui dans un monde globalisé qui fait que vous ne pouvez pas passer à côté de la connaissance des autres pays, des autres cultures. L'espèce de posture de dire non, moi je fais que du franco-français, je reste qu'avec... C'est impossible aujourd'hui, surtout quand on va vers des métiers comme le vôtre qui tournent autour du management. Ça va être quelque chose d'indispensable. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, vous avez la chance de pouvoir le faire et il faut saisir cette chance-là. Alors certains d'entre vous partiront, reviendront et diront « Ouais, c'était intéressant, mais finalement je vais rester à Amiens, moi je suis content, être près de ma famille, faire mon truc. » Et c'est parfait. L'idée c'est quand même d'essayer et de voir ce que ça fait, pas de rester toute sa vie en se disant « Ah, j'aurais pu le faire ».
mais finalement j'ai pas eu le courage de le faire. Dans un sens, de ce point de vue-là, les écoles vous donnent le courage de le faire. Ceci étant dit, aujourd'hui, quand vous travaillez dans le monde du management, pas parler anglais, par exemple, c'est complètement rédhibitoire. Vous ne pouvez pas ne pas parler anglais. Enfin, au moins un anglais professionnel. C'est-à-dire que, en sortant d'un master grande école, si vous dites « non, je comprends rien à l'anglais », les gens vont être « ah, mais c'est pas possible, ça peut pas se faire ». Donc il y a quand même aussi une espèce d'utilité pour le futur, c'est pas juste l'expérience culturelle, c'est pas juste connaître des gens, c'est pas juste découvrir une culture, même si dans le fond c'est ça le plus gros truc que vous allez vivre. Mais il y a aussi quelque chose d'assez pratique, c'est le fait de parler une langue qui aujourd'hui est la langue, et la langue du business dans le monde. Alors certains d'entre vous partiront peut-être dans des destinations hispanophones, deviendront bilingues en espagnol, il faudra travailler l'anglais à côté. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut vivre, il faut prendre cette opportunité-là, il faut en profiter, et puis certains d'entre vous resteront peut-être toute leur vie à l'étranger. Moi je me souviens d'une jeune fille qui revenait d'Alaska. Elle revenait d'Alaska, elle avait les yeux un peu mouillés, je me suis dit, bah ouais, elle revient d'Alaska, forcément, c'est terrible ce qu'elle a dû vivre, parce que je sais pas si vous connaissez l'Alaska, moi je connais pas très bien, mais je me suis dit, oh là là, l'Alaska. Et puis non, elle voulait repartir en Alaska, elle avait adoré l'Alaska. Parce qu'elle avait eu aussi la bonne attitude, hein, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quand vous allez à l'étranger, les gens vous attendent pas, ils vivent sans vous. Et si vous leur tapez pas sur l'épaule pour leur dire, je suis là, je sais, ils vont continuer à vivre sans vous. Ça vous force aussi à sortir de votre zone de confort. Vous êtes dans votre zone de confort dans un sens parce que vous parlez tous la même langue, parce que vous êtes dans un environnement que vous maîtrisez, etc. etc. À l'étranger, c'est complètement différent. Là, vous rentrez dans un truc où brutalement, il faut un peu repartir à zéro. Et c'est ça qui est génial. Ça fait des situations cocasses, ça fait des moments un petit peu forcément effrayants, mais ça fait des super situations. Et ça vous aide un peu à gagner en capacité à s'adapter, à gagner en humilité aussi, parce que vous comprenez que les gens pensent pas et voient pas le monde de la même façon que vous, et que c'est intéressant la façon dont ils voient, la façon dont ils pensent, et qu'on a plein de choses à apprendre. Alors souvent les Français, on a le défaut de, et ça je crois que c'est un peu notre culture universaliste, la Révolution française, les droits de l'homme, quand on a quelque chose qui marche, on a envie de l'appliquer à la terre entière. Et puis on se rend compte que finalement, des fois, les autres font des choses qui marchent mieux que nous et que c'est peut-être pas mal de s'en y inspirer aussi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez aussi partir en stage à l'international, comme je vous disais. Donc ça, c'est des expériences en entreprise. C'est d'autant plus intéressant aujourd'hui qu'il y a une nouvelle loi sur les stages qui limite la durée des stages à 6 mois. Ça veut dire que si vous partez en année de césure, qui est une possibilité que vous allez avoir dans toutes les écoles, de rajouter une année, généralement entre votre 2e et 3e année, pour aller en entreprise, si vous voulez faire un stage d'1 an dans la même boîte, il faudra vraisemblablement aller dans une entreprise étrangère. Parce que la loi française pour les boîtes françaises aujourd'hui ne permet plus de faire ça. Par contre, à l'étranger, c'est quelque chose qui est possible de faire. Et puis, vous allez avoir des profs étrangers. Aujourd'hui, c'est très très cosmopolite, les profs qui vont vous faire cours. Et puis, comme je vous ai dit, vous allez être mélangé avec des étudiants étrangers, parce qu'avec ces échanges, quand vous irez à l'étranger, d'autres personnes viendront dans l'école et vont être mélangées avec les Français qui sont restés à l'école. La deuxième particularité, c'est les liens avec l'entreprise. Et c'est vrai que par rapport à ça, on est en lien avec beaucoup de partenaires entreprises, des grosses boîtes, des petites boîtes, qui vont vous prendre en stage, puisque les stages, forcément, c'est quelque chose qui est partie intégrante de votre scolarité. Généralement, il y a un stage en fin de première année de 3 mois, et puis vous avez un stage de fin d'études de 6 mois, juste avant d'être diplômé, et puis vous pouvez rajouter l'année de césure en entreprise, ça vous fait près de 2 ans de stage, ce qui est vraiment pas mal du tout. Ça, c'est une des premières particularités. Vous aurez des conférences dans l'école, vous aurez des rencontres avec des professionnels, etc., etc. On fait beaucoup de forums d'entreprise, on fait beaucoup de sourcing. Les entreprises, évidemment, sont intéressées par vos profils et vont essayer de repérer qui sont les plus pertinents pour leur entreprise et pour le futur de leur boîte. Aujourd'hui, ce qui s'est énormément développé aussi, c'est l'alternance. Alors, qu'est-ce que c'est l'alternance ? Techniquement, l'alternance, c'est le fait d'alterner des périodes à l'école et des périodes en entreprise. Et après, dans l'alternance, vous allez avoir des rythmes différents, et puis vous allez avoir des statuts différents. C'est-à-dire qu'on a notamment les contrats d'apprentissage. Ça, c'est le principal statut des alternants dans les grandes écoles de management. Vous avez aussi des contrats de professionnalisation. Là, c'est généralement pour des gens qui ont plus de 26 ans.
c'est un peu différent notamment pour l'entreprise, mais grosso modo c'est toujours le même principe, alterner ces périodes avec des rythmes qui peuvent être différents suivant les écoles. À Montpellier, c'est une de nos grosses spécialités, l'alternance, et on travaille sur un rythme 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Certaines écoles vont faire 6 mois, 6 mois. Certaines écoles vont faire 2 jours, 3 jours dans la même semaine. C'est des écoles qui sont basées à Paris généralement, parce qu'on ne peut pas se permettre ça en province à cause des déplacements. Ça peut être 2 semaines, 2 semaines, etc. C'est quoi l'avantage de cette formule? La première, c'est que forcément vous allez apprendre des choses à l'école que vous allez tout de suite mettre en pratique dans l'entreprise. Donc ça, c'est quand même une formule d'appréhension qui est intéressante. L'autre chose qui est forcément super intéressante, c'est que l'entreprise va payer vos droits de scolarité en versant sa taxe d'apprentissage à l'école. La taxe d'apprentissage, c'est un impôt obligatoire que doivent payer les entreprises. Après, ils peuvent décider de l'organisme à qui ils vont payer cette taxe. Dans votre cas, s'ils vous prennent en alternance, ils vont payer cette taxe à votre école. Et résultat, vous ne payerez pas de droits de scolarité. L'autre avantage, c'est que vous allez recevoir un salaire. Vous allez être payé pendant cette période. Alors, c'est pas non plus 10 000 € par mois, parce que c'est assez codifié. Mais c'est quand même, voilà, double avantage financier qui peut être une solution. Là-dessus, c'est plutôt la dernière année en alternance. Je crois qu'il y a 2 écoles, l'INSEC et Montpellier, qui font dès la première année en alternance. Mais si vous commencez trop tôt l'alternance, généralement, vous ne pouvez pas partir à l'étranger. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faut, à côté duquel il ne faut pas passer. On y reviendra un petit peu plus tard. Troisième caractéristique, c'est la vie associative. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Les pédagogies au niveau des grandes écoles, et qui vont être très changeantes par rapport à ce que vous avez vécu ici, où on est encore quand même sur quelque chose de la prépa de classique, on va dire, dans la façon d'apprendre, avec un professeur, avec des devoirs. Là, vous allez être beaucoup dans le projet de groupe. Il y a énormément de projets de groupe, des groupes de 4-5 personnes, et puis on va faire, il faut travailler avec une association de la ville, il faut créer une entreprise, il faut, etc., etc. Ça peut être des jeux d'entreprise. Ce qui est intéressant sur cette philosophie-là, c'est que ça va vous préparer à ce que vous allez être plus tard dans la vie. C'est-à-dire que grosso modo, on travaille quasiment tous sur un peu des projets, c'est-à-dire qu'on vous donne une sorte d'objectif et puis il faut organiser avec d'autres gens comment aboutir à cet objectif. C'est un peu gestion de projet. Et ce qui se passe souvent, c'est que vous ne choisissez pas les gens avec qui vous travaillez. Donc il va falloir vous adapter aux autres et trouver une sorte de bon équilibre. Ceci étant dit, si vous décidiez de travailler avec votre meilleur ami, peut-être que 6 mois après, c'est plus votre meilleur ami et vous ne pouvez plus le voir. Donc c'est peut-être aussi une bonne formule. Mais effectivement, ce genre de projet, ça vous permet de travailler ça, ça vous permet de voir quelle place vous avez dans le groupe, ça vous permet de voir comment une dynamique collective se met ou se met pas en place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez plutôt, même si vous avez de la solidarité entre vous, quelque part à la fin vous allez passer individuellement des épreuves et ça sera votre note. Et même si vous adorez votre copine et que vous n'aurez pas la même note qu'elle. Là vous aurez des notes collectives. La continuation de ça, finalement, c'est la vie associative. Et c'est vrai que toutes les écoles ont beaucoup d'assauts et c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Moi je me souviens, j'étais au bureau des élèves à Bordeaux. Et le bureau des élèves, c'est par exemple organiser le gala de l'école. Et organiser le gala de l'école, c'est faire venir 2500 personnes, c'est louer une salle comme le Zénith, c'est louer le ravitaillement, c'est gérer le ravitaillement, c'est gérer la sécurité, c'est gérer l'hygiène, etc., etc. Et ça apprend plein de choses, c'est vraiment formateur. Et c'est des choses, je crois, à côté desquelles il ne faut pas passer. La vie associative. Alors vous allez avoir plein de possibilités. Il y a le bureau des élèves, il y a le bureau des arts, il y a le bureau des sports. Il y a l'association Média qui filme un peu tous les événements de l'école. Il y a l'association Musique. Il y a plein de choses. Toutes les écoles en ont. Et c'est quand même une part vraiment importante. C'est une partie de la pédagogie. Si vous passez à côté de ça, vous passez un peu à côté de ce qui fait aussi une grande école. Et je crois que c'est aussi ça, quelque part, la force des grandes écoles par rapport à l'université. C'est ce côté un peu associatif. Qui est très développé, ça veut dire que ça n'existe pas à l'université, mais on va dire que dans les grandes écoles, il est très très développé. Et c'est un peu l'ADN de l'école. Ça va aussi avec le 4e point qui est le suivi personnalisé. Certains d'entre vous vont peut-être choisir des écoles parce qu'ils ont envie de les faire par rapport à leur trajectoire. D'autres vont peut-être y aller parce que leurs parents ont envie de les envoyer parce que
ils ont peur qu'à l'université, vous soyez livré à vous-même. Et c'est vrai que dans un sens, l'université, même si elle a beaucoup évolué, il y a plus de monde, donc c'est plus difficile de suivre les élèves un peu au cas par cas, ce qu'on essaye de faire dans les grandes écoles, et ça fait partie de nos spécificités, même si aujourd'hui il y a aussi plus d'élèves dans les grandes écoles, et c'est aussi plus difficile de faire ça. Mais de manière générale, il y a des liens entre l'administration et les élèves qui sont assez forts et qui permettent effectivement d'aller voir les gens et d'expliquer sur la situation et d'essayer de faire en sorte un peu de faire du sur-mesure pour chacun d'entre vous, avec toujours quelque chose aussi qui est une question qu'on se pose. Moi je me la pose tous les jours, c'est-à-dire l'université, le suivi est peut-être pas personnalisé, mais ça force les gens aussi à se débrouiller et à vraiment compter que sur soi-même, et ça a beaucoup de vertus de faire ça aussi. Des fois on est aussi dans des systèmes où on aide trop les élèves. Et quelque part l'équilibre, c'est faire en sorte qu'on soit présent et qu'il y ait un suivi, mais que ça vous rende aussi autonome. Si vous sortez de l'école et que vous ne savez plus rien faire tout seul parce qu'on vous a un peu aidé à tout faire, c'est pas forcément une solution. Et c'est vrai que c'est quelque chose, à chaque fois qu'on organise des choses, qu'on a des projets, on se dit, est-ce qu'on est dans un bon équilibre pour être présent, mais pas non plus mâcher le travail aux élèves pour que ça les déresponsabilise. Parce qu'à un moment, quel que soit votre niveau, quel que soit votre parcours, on se retrouve un peu tout seul face à son destin, quelque part, face à sa vie personnelle et professionnelle, et dans ces cas-là, il faut aussi être capable d'y aller, et de ne pas avoir peur. Alors on est tous un peu pareil, on a des moments de doute, on a des moments d'anxiété par rapport à ce que notre vie peut devenir. On en est tous là, vous comme nous, les adultes aussi, on se pose toujours ces questions-là. À un moment, la chance ne sourit qu'aux audacieux, et il faut avoir confiance en soi. Ce que je veux dire, c'est que rien n'est écrit pour personne. Et cette espèce de crainte et d'anxiété, ça doit être un moteur pour avancer, ça ne doit pas être quelque chose qui vous empêche de tenir et qui vous dit « je ne vais pas le faire parce que j'ai peur de rater, je ne vais pas le faire parce que je me sens mal ». Non, il faut y aller, il faut tenter ces paris-là, et puis vous verrez qu'il y en a qui marcheront, il y en a qui ne marcheront pas, et c'est pas grave. L'échec, ça fait partie de la vie. Les gens qui vous disent « mais moi, je n'ai jamais connu l'échec », c'est n'importe quoi, on a tous connu des échecs, et tant mieux. Et puis voilà, après on réfléchit, on dit tiens, pourquoi ça n'a pas marché, peut-être que c'était pas mon truc, peut-être que j'ai pas fait les efforts qu'il fallait, etc. etc. Et puis on évolue. Alors, le passage obligé du concours, ça c'est quelque chose forcément important, c'est qu'effectivement, par rapport à l'université, l'université est sur un principe de non-sélectivité à l'entrée, alors que les grandes écoles sont sur un principe de sélectivité à l'entrée et donc du concours. Dans votre cas, si vous êtes en classe préparatoire, c'est classe préparatoire à quoi? Au concours. Donc les classes préparatoires existent parce qu'il y a des concours dans un sens. Il n'y aurait pas de concours, il n'y aurait peut-être plus de classes préparatoires. Il y a 3 phases qui sont importantes. La première, c'est celle que vous préparez tout au long de l'année, c'est les écrits. Ça va vous permettre d'être admissible. L'admissibilité, ça va être le fait qu'après vos notes à l'écrit, on va mettre en place une barre d'admissibilité. On va dire, nous l'année dernière c'était 8,3, on a dit tous ceux qui ont plus de 8,3 ou 8,3 peuvent venir passer les oraux, tous ceux qui ont en dessous sont éliminés. Game over, on ne joue plus. En fonction des écoles, la barre est plus ou moins haute. Contrairement à ce qu'on peut penser, aujourd'hui je ne sais pas la barre que je vais appliquer au concours 2015. Ma barre, je vais la décider quand je verrai à combien d'élèves correspondent les différentes barres. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre d'élèves qui vont être admissibles. C'est pas tellement la barre en elle-même. Peut-être qu'elle passera à 6, peut-être qu'elle passera à 14, j'en sais rien. Alors, comme il y a une sorte d'harmonisation des notes, généralement, on tourne toujours à peu près au niveau des mêmes barres. Mais c'est un signe, forcément, de sélectivité d'une école. Et l'école qui a la plus haute barre, c'est HEC, et c'est la plus prestigieuse. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Néanmoins, il faut parfois se méfier quand on compare les barres d'admissibilité, parce que si c'est pas les mêmes épreuves et pas les mêmes concours, ça ne veut pas dire grand-chose. On sait par exemple que les épreuves écricom sont généralement un peu mieux notées ou un peu plus faciles, je ne sais pas quel est le mot, que les épreuves parisiennes, et donc que les barres d'écricom sont généralement un peu plus hautes pour retranscrire cette réalité-là. C'était vrai quand j'étais étudiant, donc c'est pas nouveau. Mais c'est vrai qu'à un moment,
Une barre d'admissibilité, parfois on a des tableaux avec les barres d'admissibilité, puis on se dit, ah ça c'est la hiérarchie. C'est un peu plus subtil que ça. C'est aussi lié au nombre de places ouvertes. Si demain je dis ma promo c'est 15 places ouvertes, je vais monter ma barre de 5 points. Parce que si j'ai que 15 étudiants à rentrer, ça va être assez facile. Donc voilà, il faut regarder ça avec un certain recul par rapport à ça. Mais néanmoins, vous êtes admissible, donc vous venez à l'école, vous faites le fameux Tour de France, qui coûte assez cher, je dois vous le dire. Même si quand vous allez dans les écoles, au moment où vous êtes dans les écoles, ça coûte pas très cher. Nous, à Montpellier, on est sur un forfait 30 €, avec, il y a resto le soir, hôtel, petit déjeuner et déjeuner. Je suis quand même assez... mais bon, voilà, néanmoins, 30 € plus 30 € plus 30 €, plus les tickets de train, plus les tickets d'avion, etc., ça fait quand même un certain budget. Ça va vous permettre de passer les oraux. Les oraux, il va y avoir deux phases. Il va y avoir la phase épreuve de langue, LV1 et LV2, je crois que vous connaissez assez bien, et puis il y aura la phase entretien de motivation, qui est forcément un moment un peu, comment dire, avec beaucoup de tension, n'est-ce pas? Ça fait toujours un peu peur, les entretiens de motivation. Vous allez vous retrouver devant 2-3 personnes qui sont des profs de l'école, qui sont des gens de l'entreprise, qui peuvent être des profs de prépa, qui peuvent être des diplômés. Et vous avez différents modèles. Certains modèles sont, vous avez votre CV, vous décrivez un peu votre CV. Certaines fois, on va plus vous lancer sur un sujet d'actualité ou de culture générale. Il va falloir faire une sorte de première, comme ça, présentation avant de rentrer dans la partie un peu votre personnalité. Voilà, c'est quelque chose qui se prépare. J'imagine qu'il y a des entraînements dans vos prépas. Mais c'est forcément quelque chose d'important parce que si vous êtes admissible à une école, a priori, vous avez de grosses chances d'être admis à la fin. Dans beaucoup d'écoles, à part les très très grosses, où là, quelque part, HEC, ils refont presque des écrits à l'oral pour refaire une... Dans beaucoup d'écoles, l'entretien, ça va être par exemple 20 de coefficients pour coefficient total écrit plus oral, 60. C'est-à-dire il y a 30 coefficients pour l'écrit, 30 coefficients pour l'oral, et 20 c'est l'entretien. C'est-à-dire que si vous avez 20 sur 20 à l'entretien de motivation, je ne vous fais pas un calcul, mais très rapidement, vous allez gagner 600, 700, 800 places. Si vous prenez 3, vous risquez plutôt d'en perdre 600, 800 aussi. Donc c'est à double tranchant. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et puis une fois que vous aurez passé cette période-là, vous rentrerez chez vous, et puis on va vous envoyer les résultats d'admission. Donc si vous n'êtes pas admis, vous ne pouvez pas choisir l'école. Si vous êtes admis, on va vous donner votre classement. Et vous serez admis soit sur liste principale, soit sur liste complémentaire. Être admis sur liste principale, ça veut dire que si moi j'ai 200 places, vous êtes dans les 200 premiers. Ça veut dire que si vous mettez Montpellier en choix 1, vous êtes sûr d'être pris, puisqu'on va d'abord appeler les 200 premiers, logiquement. Si vous êtes admis sur liste complémentaire, ça veut dire que vous êtes 201e au dernier admis. L'année dernière, on devait avoir 1575 admis, donc ça fait... non, je dis une bêtise, on avait 2300 admis, je crois. Et après, vous allez faire un choix d'affectation. Le choix d'affectation, c'est que vous allez donner choix 1, choix 2, choix 3, choix 4 dans les écoles où vous êtes admis. Vous allez donner vos préférences. Avec un système qui est simple, c'est un système où il y a deux paramètres. Il y a le paramètre de votre rang, à l'écrit, dans chaque école, enfin, non, votre rang, pardon, après écrit et oral dans chaque école, et votre choix d'affectation. Et le rang est plus fort que le choix. C'est-à-dire que si vous êtes 150e en choix 2, et que quelqu'un est 151e en choix 1, c'est le premier, le 150e, qui passera devant le 151e, même s'il était choix 2 par rapport au choix 1. C'est clair pour vous, ça? Ça veut dire que quelque part, quelqu'un qui a une moins bonne note que vous ne peut pas passer devant vous. Forcément, pour que ce duel-là, il existe, ça veut dire que vous n'avez pas eu votre choix 1. Si vous avez eu votre choix 1, vous sortez un peu du système, et donc il n'y a pas de duel comme ça. Néanmoins, c'est quelque chose qui est important, parce que ça veut dire que quand vous choisirez vos écoles, faut pas faire de calcul. Parce que si vous n'avez pas votre choix 1, votre choix 2 deviendra votre choix 1. Si vous n'avez pas votre choix 2, votre choix 3 deviendra votre choix 1, etc., etc. Donc l'espèce de calcul de se dire je veux telle école mais je suis pas bien classé, donc je vais mettre en choix une école que je veux moins bien parce que je suis bien classé, c'est une bêtise. Pourquoi? Parce que vous serez forcément pris dans cette école.
Parce qu'on regardera d'abord votre choix 1, et si vous êtes bien classé, hop, vous sortirez du jeu. Et donc vous ne pourrez pas avoir la deuxième école. Donc en plus, si vous commencez à faire des calculs, vous risquez de vous fermer la porte des écoles que vous voulez vraiment. On y reviendra peut-être un peu tout à l'heure. C'est pas très compliqué, mais forcément, il faut bien maîtriser cette subtilité, notamment parce que certaines écoles, parfois, ont tendance à pas forcément maîtriser ça, et ont tendance à vous dire aussi, parce qu'elles ont envie d'avoir des étudiants qui les mettent en choix 1, de dire non, mettez-moi en choix 1, sinon vous pourrez pas venir chez moi. Non, la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que le truc à pas faire, c'est de ne pas mettre l'école dans votre choix. Si vous ne le mettez pas en choix, vous ne pourrez pas être appelé. Si vous avez dit cette année Montpellier, je ne mets pas dans mes choix d'affectation, même si vous n'avez pas d'école, vous ne pourrez pas rappeler Montpellier en leur disant finalement, je viens d'y repenser, j'aimerais bien venir. Donc il faut mettre le maximum d'écoles. Quitte à ce que vous ayez votre choix 4, parce que sur les 3 premiers choix, vous rêviez d'avoir ces écoles, mais vous étiez mal classé. Mais c'est pas grave finalement. À la fin, de toute façon, quand vous avez vos choix d'affectation, on vous donne qu'une seule école. C'est-à-dire le 25 juillet, on va vous dire vous êtes affecté à Montpellier, vous êtes affecté à HEC, vous êtes affecté à l'ESSEC. On ne va pas vous dire il vous reste d'autres choses. Donc ce moment-là, il est important, sachant que c'est aussi un moment où vous devez payer 800 €. Ça, c'est quelque chose qui est important. Je crois qu'aujourd'hui, c'est connu comme système, mais ça a changé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il fallait juste faire une promesse finalement de paiement. Aujourd'hui, il faut payer les 800 €. Donc c'est quelque chose à anticiper. Moi, je me suis retrouvé avec des candidats qui m'appelaient en me disant j'ai pas l'argent et si je me positionne pas, je vais pas avoir d'école. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut pas faire 2 ans en prépa et se retrouver face à ce problème-là. C'est quand même un peu idiot. La réputation et le prestige des écoles. Alors, palmarès et accréditation, je vais commencer par les accréditations, c'est un peu plus logique en réalité. La première des accréditations, c'est le fameux grade de master dont je vous parlais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une école qui perd le grade de master, elle change complètement de situation. C'est fini, c'est un autre truc. Donc c'est la première accréditation, c'est l'accréditation nationale. Et puis après, vous avez des accréditations internationales. C'est un peu comme des labels, un peu comme le label ISO par exemple. C'est pas des choses qui sont obligatoires, mais c'est des organismes indépendants qui viennent dans l'école, qui regardent comment elle fonctionne, comment elle est organisée, combien d'échanges, le niveau des professeurs, etc. Et en fonction, vont vous donner ou pas vous donner cette accréditation. Ça veut dire quoi pour vous? Pour vous, c'est plutôt une garantie de qualité, forcément. En plus, c'est quelque chose qui donne du prestige à l'école, parce que c'est quelque chose qui sont comptabilisés dans les palmarès, et qui compte de plus en plus. C'était pas le cas tout le temps avant. Moi, je me souviens, j'ai fait quand même Bordeaux il y a 20 ans, il y avait déjà des accréditations, et j'en ai jamais entendu parler. C'était complètement... Aujourd'hui, c'est devenu quand même assez important. En tout, il y en a 4 principales. Il y a l'accréditation à ACSB, qui est une accréditation nord-américaine, c'est la plus vieille accréditation du monde, ça a été créé par les Américains, enfin par les personnes des États-Unis, les citoyens des États-Unis, on va dire. Et ça, c'est une accréditation qui va concerner tous les programmes du groupe. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, une école, HEC, c'est pas que le programme Master HEC que vous allez essayer d'intégrer. C'est aussi des programmes bachelor, c'est aussi des MBA, c'est aussi plein d'autres programmes. Et toutes les écoles sont comme ça, quelque part. Et ACSB, c'est une accréditation qui va englober tous ces programmes. Votre programme, mais aussi les autres programmes. Après, vous avez une deuxième accréditation, c'est l'accréditation AMBA. AMBA, c'est une accréditation anglaise qui, généralement, concerne les MBA. Certains programmes master grande école ont réussi à l'obtenir. C'est pareil, deuxième grosse accréditation. Là, ça ne peut pas concerner tout le groupe. Et puis, les 2 autres accréditations, c'est des accréditations qui sont décernées par l'EFMD. L'EFMD, c'est l'organisme européen d'accréditation, qui a un peu été créé pour faire concurrence à la CSB. Et eux, ils délivrent l'accréditation EQUIS, qui concerne tout le groupe et tous les programmes, et l'accréditation IPAS, qui va concerner qu'un seul programme. Effectivement, vous pouvez avoir à CSB en bas et EQUIS, et ça, on va dire que c'est le top. Sachant qu'une école comme l'ESSEC n'a pas ces 3 accréditations parce qu'elle n'a pas de MBA, donc elle n'a pas l'accréditation en bas, alors qu'elle est 2e école de France. Vous pouvez avoir ACSB en bas et IPAS, et puis après ACSB en bas, ACSB tout seul, en bas tout seul, et puis tout seul. Chacun fait un peu son marché. Il y a une 12aine d'écoles aujourd'hui qui ont 3 accréditations. Montpellier, nous, on est ACSB en bas et IPAS, ce qui est pas mal. Après, il y a des écoles qui n'ont pas d'accréditation et qui sont des très bonnes écoles.
Ça ne veut pas dire, parce que comme je disais, autant le grade de master c'est quelque chose d'obligatoire, autant l'accréditation, vous y allez si vous voulez. Vous pouvez estimer que c'est pas grave de ne pas y aller. Ça coûte quand même assez cher à passer. Après, on considère qu'aujourd'hui, ça donne vraiment du prestige aux écoles. Mais derrière ça génère d'autres contraintes qui sont parfois un peu plus compliquées à gérer. La deuxième partie, c'est lié au palmarès. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de palmarès d'écoles. Le Point, le Figaro, l'Étudiant, le Financial Times, il y en a partout. Il n'y a pas que les écoles, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a même les universités. Vous avez dû entendre parler du classement de Shanghai. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup par palmarès. D'ailleurs, vous avez le palmarès des hôpitaux, vous avez le palmarès de tout. Il y a des palmarès pour tout. Les gens, on adore ça, regarder ça, se dire est-ce que je suis dans la bonne école, combien on est classé. Ça se vend très bien, c'est pour ça qu'il y a autant de palmarès. Hein. Si les journaux font ça, c'est parce qu'ils savent que ça va vendre. Puis en plus, ils savent aussi que les écoles vont faire de la pub dans ces numéros-là. Donc ça va faire des rentrées d'argent intéressantes. Vous, comment il faut vous placer par rapport à ça? Évidemment, ça donne des informations, et une école qui est première, c'est pas comme une école qui est 40e. Après, c'est quelque chose de très subjectif, un classement. C'est-à-dire qu'à un moment, on va prendre des paramètres et on va estimer que ces paramètres reflètent le niveau de l'école dans tel domaine. Or, c'est forcément quelque chose de subjectif. Pourquoi? Parce que je dis, on va essayer d'évaluer la dimension internationale de Subdeco Montpellier, de Montpellier Business School, je ne suis pas encore fait. On va regarder le nombre de partenaires qu'ils ont. Et donc, on en a 160, on va dire, ouais, c'est pas mal, 160, c'est bien. Puis après, on va dire, ouais, non, finalement, je ne vais pas prendre ça comme ratio. Mon ratio, ça va être le nombre de partenaires, non, le nombre d'élèves qui partent à l'étranger divisé par le nombre de partenaires. Et là, brutalement, peut-être que mon ratio, il ne va pas être si bon. Ou alors, on va dire, non, je vais regarder les partenaires accrédités. Nous, par exemple, on a entre guillemets un problème, c'est comme on envoie tous nos étudiants en deuxième année, une année à l'étranger, on a beaucoup de places et beaucoup de partenaires. Et il y a des pays dans le monde où ils ne font pas les accréditations. Donc si on veut envoyer des élèves en Bolivie, si on veut envoyer des élèves en Équateur, on signe des accords avec des écoles qui ne sont pas accréditées. Sinon, on ne va pas dans ces pays-là. Mais résultat, notre ratio d'université accréditée, il est moins bon parce qu'on va dans ces pays-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est forcément subjectif et que suivant les classements, un jour vous allez être très bon dans un domaine, l'autre jour vous allez être moins bon. Ça vous donne une petite idée, ça ne reflète pas forcément la réalité. Une école qui est 15e en 2012 et qui est première en 2011, elle n'a pas forcément tant changé que ça, vous voyez ce que je veux dire? La réalité, souvent, c'est que c'est des bonnes écoles et ça vous ouvrira beaucoup de portes. Sachant que, pour être tout à fait honnête, hein, la grosse différence entre écoles, elle se joue entre les Parisiens, si je disais ça. Pourtant, c'est quand même une réalité. C'est-à-dire que quand on regarde le marché du travail et ce que recherchent les entreprises, soit ils vont vers un profil dit parisienne, et dans les parisiennes, on va dire qu'il y a HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDEC, soit ils vont vers un profil grande école, on va dire de province, et à partir de là, effectivement, ça va de Audencia jusqu'à ISEC, jusqu'à ISC, des écoles comme ça, et en fonction des particularismes, en fonction des spécialités, ça va plus ou moins vous ouvrir des portes. De manière générale, faire une école comme celle-là vous ouvrira des portes. Ça, c'est sûr et certain. Ils avaient fait une étude sur des directeurs des ressources humaines. Ils lui avaient demandé une école qui est classée 36e, est-elle considérée comme une bonne école? Et 98% des types avaient dit ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que, quelque part, la 36e école des écoles que vous visez, c'est quand même la 36e école de France sur 250. Ça reste quand même une très bonne école. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour vous. Ça veut dire que vous êtes quand même dans un système... En plus, vous êtes dans des prépas où il y a quasiment de la place pour tout le monde. Les concours sont plus un système de répartition qu'un système de sélection. Vous aurez forcément une place dans une école. Après, est-ce que ça sera l'école que vous vouliez vraiment? C'est un peu la question. Mais on est quand même dans des prépas... C'est pas le cas de toutes les prépas. Hein. Les prépas littéraires, au départ, c'était quand même un petit peu plus sélectif. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on s'est ouvert au profil littéraire, parce que sinon, ils avaient quasiment aucune porte de sortie après Camille Hippocane. Donc c'est quand même une chance, et c'est vrai que si vous accrochez, et de ce point de vue-là aussi, certains d'entre vous sont peut-être en première année, et ont peut-être des potes qui sont en BTS ou en DUT, et se disent « Oh là là, c'est quand même plus facile, dites-moi, pourquoi j'ai pas fait ça ?» Aujourd'hui, les admissions sur titre sont quasiment plus sélectives que la prépa
C'est-à-dire que, autant il y a quelques années, c'était un bon moyen d'avoir des bonnes écoles sans trop travailler. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Nous, en admission sur titre, on a 8000 candidats, quoi, et on a moins de places qu'en prépa. Donc, pour avoir Montpellier, il faut mieux faire une prépa qu'une admission sur titre. Vous aurez plus de chances de l'avoir. C'est pareil de toutes les écoles, mais dans notre cas, ça l'est incontestablement. Alors, le deuxième point, ça va tout le monde ? Je rentre pas trop dans les trucs, un peu. Si ça part dans tous les sens, vous n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que... Alors, les grandes écoles face à un nouveau paradigme. Le business model des grandes écoles, il est forcément compliqué, et il est lié à une évolution historique. Moi, quand j'ai fait ma grande école, les profs, c'était des gens qui venaient du monde professionnel. Et finalement, très peu de profs avaient un doctorat, très peu de profs avaient un profil un peu prof universitaire. Et puis avec le grade de master et les accréditations, on a commencé à regarder la recherche. Est-ce que les gens produisent du savoir? Est-ce que les gens publient dans des revues scientifiques? Est-ce que vos profs sont docteurs, etc., etc. Donc on a commencé à recruter des gens comme ça qui avaient des doctorats. Donc le profil a commencé à changer et puis ils ont commencé à nous dire vous les recrutez pas pour 1 heure de cours, vous les recrutez, ça doit être un CDI temps complet. Ça veut dire qu'on s'est retrouvé face à un système où on a effectivement des professeurs qui sont à temps complet, qui font beaucoup de recherches et moins de cours, et donc quelque part le business model est compliqué parce que malgré tout notre principale activité c'est quand même faire des cours à des élèves. Et quelque part, parfois on manque un peu de professeurs, donc on doit recruter des professeurs en CDI, et l'équilibre économique est compliqué. C'est beaucoup plus simple, et de ce point de vue-là, certaines écoles de commerce ou certaines écoles de privées gagnent beaucoup d'argent, parce qu'effectivement elles font payer des droits de scolarité élevés, mais elles payent leurs profs qu'à l'heure. Donc ça leur coûte pas si cher. Alors que dans notre cas, on ne paye pas un prof à l'heure, on le paye en CDI, et c'est un contrat qui dure toute l'année. Ça rend le business model un peu compliqué, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'ai pas de jet privé, ni de choses comme ça. Hein. C'est beaucoup plus humble la vie des gens qui travaillent dans les écoles de commerce françaises. Bien que la réputation soit un peu caricaturale, les écoles de commerce, oh là là, l'argent coule à flot. C'est pas tant le cas que ça, je vais être très honnête. Un des autres points qui est arrivé dans ce débat, ça a été la réforme des chambres de commerce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent qui va dans les chambres de commerce a baissé, et comme beaucoup de chambres de commerce subventionnaient les écoles, elles subventionnent moins les écoles. Donc ça fait moins de rentrée d'argent. La réforme de la taxe d'apprentissage aussi, c'est une réforme en cours. Et c'est quelque chose aussi qui met en doute un peu le financement de certaines écoles, parce que depuis beaucoup d'années, les écoles vont chercher de la taxe d'apprentissage vers les entreprises. Et aujourd'hui, avec la nouvelle répartition, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique, mais c'est moins facile. On parlait de la baisse des financements publics, j'imagine que vous en entendez parler tous les jours, les déficits publics, et il y a trop d'impôts, et qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Bah forcément, ça nous touche aussi. Ça touche tout le monde d'ailleurs, hein. Ça touche vos lycées, ça touche l'université, ça touche tout le monde. Et forcément, à un moment, on essaye de voir comment on fait face à ça. Et puis, il y a la situation économique aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, même si, comme je disais, les droits de scolarité sont faits par rapport aux États-Unis, 10 000 € l'année, c'est pas rien. Et comme aujourd'hui, la situation, on va dire, moyenne des personnes est moins bonne qu'à une époque, et ben les gens ont moins d'argent de côté pour mettre dans ce genre de choses. Et c'est aussi pour ça que la solution de l'alternance, la solution des bourses sont des solutions intéressantes. Mais résultat, les grandes écoles doivent faire face à ça et se posent la question comment on va continuer à exister, quel modèle on va adopter. Et forcément, la fusion, ça a été une tentation. On a beaucoup parlé de taille critique, d'économie d'échelle. Souvent, quand on fusionne, c'est pour faire ça. C'est-à-dire en se disant, en groupant tout ça, on va gagner de la synergie parce qu'on va faire pour 2 personnes au lieu d'une seule, et petit à petit, ça va nous permettre de faire des économies, d'être plus efficaces. La réalité est un peu différente quand on parle d'éducation. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, avec les fusions qui ont été mises en place, que cette taille critique, ces économies d'échelle, c'était pas tout le temps le cas. D'ailleurs, dans les premières phases de la fusion, en fait, les fusions coûtent cher et ne font pas gagner d'argent. C'est-à-dire qu'on s'est tous rendu compte que finalement, il y avait plein de choses à faire, je vais y revenir, parce que ça ouvre plein de questions
sur la façon de fonctionner, sur la façon de s'organiser, etc., etc. Ça permet potentiellement d'être plus visible dans les classements mondiaux, et ça, tout le monde a envie de devenir une école globale. Ceci étant dit, les dernières fusions n'ont pas permis jusqu'à présent à des écoles, là je prends l'exemple de Kedge et de Neoma, d'être si bien classées que ça dans les classements internationaux, alors qu'à terme c'est quand même l'ambition, puisque forcément on va se retrouver face à d'autres écoles, des écoles américaines, des écoles chinoises, des écoles indiennes, qui ont des gros moyens aussi. Ça permet de donner de la visibilité et d'avoir une marque globale. Effectivement, c'est fini Sud de Co Amiens, c'est fini Sud de Co Montpellier. On a tous pris une espèce de marque un peu histoire. C'est quoi l'idée de la marque? Pourquoi, par exemple, une école est devenue Audencia? Ça permet à quelqu'un de dire j'ai fait Audencia. Et quelque part, ça englobe tous les programmes. Avant, vous disiez j'ai fait le SC Nantes et c'était un programme de l'école de Nantes. Maintenant, vous dites j'ai fait Audencia et ça permet d'avoir du prestige sur l'ensemble des programmes de l'école et ça permet forcément de rendre l'école dans son ensemble beaucoup plus attractif. Et c'est quelque chose qui est forcément intéressant. Et puis, c'est les défis de l'enseignement face aux nouvelles technologies de communication. Vous êtes face à ça, vous êtes une génération connectée. Et c'est marrant d'ailleurs parce que l'évolution d'une nouvelle technologie nous met en face de défis, nous, adultes, qui sont nouveaux dans le sens où, dans beaucoup de domaines, le plus ancien va apprendre au plus jeune. C'est quelque chose d'assez naturel. Or là, si j'ai un enfant de 15 ans, c'est sans doute lui qui va m'apprendre à utiliser ma tablette, etc., etc. Donc ça remet une sorte, ça inverse les relations, mais ça fait aussi énormément changer l'enseignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais donner ma conférence en étant à Montpellier. Et on serait sur un truc Skype et on ferait de l'interactivité, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui te fait de plus en plus. Ça va être un moyen, d'ailleurs, de répondre aux problématiques de coût de l'enseignement supérieur. Si demain, ma conférence, je peux la faire dans 10 endroits en même temps, eh ben, ça évite de louer 10 fois la salle, ça évite de se déplacer, ça évite, etc., etc. Donc effectivement, c'est plus économique de faire ce type de choses. Ça nous force à nous adapter, vous en tant qu'élève, nous en tant que professeur. Parce que c'est forcément plus compliqué, et on est dans une tradition française où on a l'impression que c'est forcément le face-à-face qui va créer du savoir. Enfin, qui va faire qu'il y a un cours efficace. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a d'autres moments que le face-à-face pour effectivement apprendre des choses. Et on va sur ce chemin-là. C'est un défi qu'on a tous, hein, là, on en a parlé tout à l'heure avec monsieur le proviseur, mais c'est vrai que c'est un défi qu'on a tous les jours, à tous les niveaux de l'enseignement. Ça va quasiment de la crèche jusqu'au doctorat, cette histoire-là. J'exagère, mais pas tellement. C'est quoi les difficultés et les dangers des fusions? J'ai un peu axé sur les fusions parce que c'est le truc à la mode. Pendant 3-4 ans, c'est à partir de Schema a fusionné il y a 5 ans, je crois, 6 ans, quelque chose comme ça. Ça a été, tout le monde dans le milieu des grandes écoles se demandait qui va fusionner, il ne faut pas fusionner maintenant, allez on fusionne, si on ne fusionne pas on va rester derrière. C'était vraiment le truc, il faut fusionner. Et puis il y a eu des fusions, il y a eu Schema, il y a eu France Business School, il y a eu Kedge, il y a eu Neoma, c'est un peu les principales, avec des résultats plus ou moins bons, on reviendra là-dessus. Et là cette mode est un peu passée. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait tellement d'écoles qui ont envie de fusionner. Et on verra les modèles alternatifs qui peuvent exister. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde économique classique, une fusion sur 2 est un échec. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution avec un grand S. Si c'était si facile que ça, tout le monde aurait fusionné, il n'y aurait que des grosses entreprises. Non, ça a des avantages, ça peut être très efficace, ça va dépendre de l'environnement, ça va dépendre il y a combien d'entreprises, est-ce que c'est un marché en évolution, est-ce que c'est un marché mature, etc. Est-ce que vous êtes en lien énormément avec l'étranger, est-ce que vous êtes dépendant d'autres pays, est-ce que... Bon, il y a plein de questions qui se posent. Le risque de la fusion, c'est quoi? C'est qu'effectivement, une fusion est intéressante si 2 écoles se retrouvent un peu sur un pied d'égalité. Lorsqu'une école se sent absorbée, ça devient compliqué. Ça veut dire qu'une école prend un peu le dessus sur l'autre. Ça peut poser des problèmes. C'est fortement anxiogène, hein, dans le sens où effectivement, c'est un moment, moi je suis directeur du programme master, on fusionne avec une autre école, il y a un autre directeur du programme master ou une autre directrice du programme master avec moi. Tout de suite, on se regarde et on se dit, tiens, ça va être qui le directeur final? On est 2, il y a une place, il y en a forcément un qui va sauter.
Et ça, un peu tout le monde se pose la question. Pas tellement les profs, parce que là, pour le coup, les profs, on additionne les ressources, mais dans certains domaines, notamment la communication, notamment la compta, ouais, il y a cette espèce de doute à se dire, finalement, est-ce que mon emploi, il va pas sauter, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont réorganiser tout ça? Donc humainement, c'est très très compliqué à gérer. Après, vous avez un choc des cultures parfois entre les écoles. On en a beaucoup parlé, par exemple, dans le cas de Cage, où effectivement, Bordeaux et Marseille, en tout cas au niveau des classes prépa, avaient des réputations quand même assez différentes et des façons de faire assez différentes. Et ça veut dire qu'à un moment, faut trouver un terrain d'entente entre ces deux cultures. Et il faut que les gens aient envie d'aller les uns vers les autres, et c'est pas toujours facile. Donc ça peut poser des questions. Et puis c'est quelque chose qui coûte cher finalement. On disait que ça fait faire des économies, ça coûte aussi extrêmement cher. Par exemple, le système d'information doit être uniformisé. Le système d'information, c'est ce qui va nous permettre d'envoyer des mails les uns aux autres, de passer des bons de commande, d'avoir un budget, etc., etc. Ça peut paraître un peu lointain pour vous, mais vous verrez que dans toute entreprise, il y a ça. Il y a un système d'information qui permet à tout le monde de fonctionner sur la même bécane pour qu'on soit tous en fait à rentrer des données que les autres puissent voir. Mettre un système d'information en commun, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, ça coûte énormément d'argent, et même quand vous mettez même énormément d'argent et que vous avez des super informaticiens, ça reste assez difficile. Les programmes aussi, si vous voulez uniformiser les programmes, et on va dire que demain, on veut le même programme master en école à Montpellier, Toulouse et Nantes, si par exemple on fusionnait avec Toulouse et Nantes, ça c'est compliqué aussi, ça prend du temps, ça prend de l'argent, il faut adapter. Chacun a un peu son modèle, donc on essaye de faire en sorte de trouver un modèle qui va nous permettre d'être en accord. Les accréditations, tout bêtement. Demain, je fusionne avec une autre école. Elle n'aura pas les mêmes accréditations que moi. Donc il va falloir que je me fasse réaccréditer. Une accréditation, c'est 25 000 € rien que pour proposer sa candidature. C'est déjà 25 000 € de perdu, j'exagère, mais de dépenser en tout cas. Puis après, tous les changements que vous allez faire, il faut recruter telle personne, il faut faire des bureaux, et ça coûte de l'argent, tout bêtement. Donc effectivement, il y a des difficultés. C'est quoi la stratégie, la situation actuelle? Le bilan des fusions aujourd'hui, on a eu, on va dire, si on prend les 4 écoles les plus célèbres qui ont fusionné dans notre milieu, on va dire qu'il y a un succès, un échec et 2 situations en attente. Le succès, c'est Schema, c'est-à-dire que Schema est devenu effectivement une école globale. Ça a été difficile au début, mais ils ont réussi à le faire, et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de doute sur le fait que Schema va bien et va continuer à croître. Avec un modèle, notamment de campus externalisé dont on parlait, ce qui est un modèle intéressant, ce qui est un modèle qui a ses forces, qui a aussi ses faiblesses. C'est un modèle qui coûte cher aussi, parce que ça veut dire que vous envoyez vos profs faire des cours en Chine, aux États-Unis, parce que pour garder vos accréditations, il faut que ça soit des profs qui ont un doctorat, qui ont des recherches, etc., qui fassent les cours. Donc vous ne pouvez pas simplement être en Chine, appeler un professeur chinois et lui dire venez faire le cours d'économie parce que il est à Nice, je ne vais pas le faire venir. Non, il faut le faire venir. Et ça, forcément, ça coûte pas mal d'argent. Et puis bon, voilà, c'est assez fatigant, c'est assez difficile à organiser. Mais Schema a bien fonctionné. Il y a eu France Business School, alors vous en avez sans doute entendu parler, puisque un des sites c'était Amiens, qui a pas marché, qui s'est arrêté aujourd'hui en fait. Ils ont annoncé, et ça psychologiquement forcément, ça ouvre des portes à d'autres échecs possibles. Schema a un peu été l'arbre qui cachait la forêt, parce que c'était la première fusion depuis pas mal d'années, et puis elle a réussi, donc tout le monde s'est dit, voilà, mais ça réussit les fusions, c'est super, on va tous fusionner. Et la réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans le cas de France Business School, il y a quand même des choses à mettre en perspective. D'abord, il y avait au moins 2 écoles, qui étaient Amiens et qui étaient Brest, qui avaient de toute façon des difficultés sans être fusionnées. Et quelque part, il fallait faire quelque chose. Ils ont fusionné, bon voilà, ils ont joué, ils ont raté, mais ils ont eu au moins le courage de se dire on va essayer de faire quelque chose pour changer tout ça. Pour Tours-Poitiers et pour Clermont, c'était différent parce qu'ils marchaient assez bien tout seuls. Donc eux, on peut dire qu'ils ont pris un risque. Et voilà, on verra ce que ça va donner derrière. Néanmoins, aujourd'hui, France Business School est mort. Chacun va reprendre son identité
peut-être qu'ils s'appelleront d'ailleurs toujours France Business School, c'est la question qui se pose, mais juridiquement ils vont être divisés. Et puis après il y a Kedge et Neoma. Kedge donc c'est Bordeaux et Marseille, Neoma c'est Reims-Servon. Et on va dire que sur le papier, on était avec 4 écoles qui sont des écoles un peu de bordure des parisiennes et qui peut-être en fusionnant allaient rentrer dans ce cercle-là. Aujourd'hui c'est pas le cas. Aujourd'hui des questions se posent et c'est vrai que à la fois les projets sont ambitieux, mais on sent qu'il y a aussi des difficultés à mettre tout ça en place et qu'on va dire que la mise en place elle n'est pas finie, elle est même plutôt au début. Là récemment ce matin je lisais par exemple que Kedge et Neoma ont eu le grade de master pour 4 et 3 ans alors qu'avant ils l'avaient eu pour 5 et 6 ans je crois. Donc même la commission du grade de master se pose un peu des questions par rapport à ça. Néanmoins on peut raisonnablement estimer que si tout fonctionne bien ça va faire des grosses écoles et des écoles assez puissantes. Le fait que FBS ait explosé en vol, ça pose des questions aussi, parce qu'on se dit, s'il y en a une qui peut le faire, peut-être que tous les autres peuvent le faire aussi. Et alors qu'avant FBS, on se disait de toute façon ça va marcher, même si ça prendra du temps, aujourd'hui on se dit, tiens, ça peut ne pas marcher finalement. Donc c'est quand même des questions qui sont posées, même si moi j'ai tendance à estimer que ça finira par le faire. La faiblesse de FBS aussi, c'est c'est une école qui a tourné le dos au concours et aux classes prépa. Et ça, c'est peut-être ça le fondement de l'échec de la fusion, plus que la fusion elle-même. C'est-à-dire qu'à un moment, ils sont partis sur un modèle différent, en disant nous on va faire des entretiens un peu comme des entretiens au travail, ça va se faire en un jour, ça va être un autre système de sélectivité, ce qui n'était pas inintéressant, mais ils l'ont aussi annoncé en disant un peu ouais, de toute façon les prépas ça sert à rien, c'est nul, les mecs se renouvellent pas, etc. etc. Et je crois que c'est là que ça a vraiment... voilà, ils auraient pu tenter leur truc en parlant avec les profs, en expliquant... non, ils ont un peu rejeté l'ancien système, annoncé le nouveau en disant et voilà, on a trouvé la solution, vous êtes un peu tous des idiots. Et forcément, derrière, ça a levé quand même des boucliers. Et puis comme on disait, si à la fin d'une classe prépa, il n'y a pas de concours, quel est l'intérêt finalement de faire une classe prépa? Et vous enlevez le concours, brutalement, ça a moins d'intérêt et c'est un peu ce qui s'est passé. La question aussi par rapport à tout ça, par rapport finalement à ces échecs, effectivement aujourd'hui on voit apparaître des alliances. Nous par exemple on vient de faire une alliance avec Rennes et Strasbourg pour l'inscription au concours et puis pour des passerelles pédagogiques en dernière année. C'est une alliance assez légère, on reste indépendant, mais néanmoins on essaye de jouer sur des synergies. Au niveau de l'inscription au concours, c'est très simple, c'est de se dire à 130 € pour 3 écoles de ce niveau-là, c'est quand même une offre relativement économique, et donc il y aura plus d'étudiants qui vont s'inscrire, et donc ça fera plus de choix pour les étudiants, et nous, ça nous fera plus de candidats. Ça, c'est un potentiel. Je sais que par exemple, Grenoble, Dijon et EM Normandie ont ouvert un campus à Paris. Ça, c'est pour par exemple de l'éducation exécutive, comme on dit, c'est des formations à des adultes en fait que vous vendez directement à des entreprises. Et ils ont des locaux communs, parce que les locaux à Paris coûtent cher, donc ça c'est une autre forme d'alliance. Aujourd'hui on est plus vers ce genre de schéma, c'est-à-dire que comme je le disais, les fusions ont tellement fait peur aux gens que maintenant c'est hop, non, on va pas fusionner, on va déjà tenter un truc un peu intermédiaire, et puis si jamais ça marche bien, on verra ce que ça peut donner. Qui se ressemble doit-il s'assembler? J'ai mis ça, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a des fusions entre écoles. Schema, par exemple, c'était le CERAM Nice, ESC Lille, 2 écoles de commerce. Elles étaient assez éloignées. Vous avez eu des fusions entre écoles qui étaient assez proches. C'était Tours et Poitiers, géographiquement c'était assez proche, donc ça avait aussi du sens de ce point de vue-là. Et puis on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des modèles qui sont montés, c'est par exemple Audencia qui s'associe à Centrale, donc une s'associe aussi à Centrale. Donc vous avez cette fusion-là qui est possible aussi, ou tout au moins ce rapprochement-là, parce qu'on ne parle pas encore de fusion, mais vous allez avoir plusieurs disciplines ensemble, et ça va vous permettre justement de travailler sur le mélange des profils et le mélange des disciplines, qui est super intéressant. Les gens parlent souvent du MIT aux États-Unis, qui est un peu un exemple de ça, c'est quelque chose de très connu, et où il y a plein de domaines qui sont ensemble sur le même site, et ça doit comme ça générer de l'activité, générer des idées.
notamment sur tout ce qui est création d'entreprise. On se rend compte que la création d'entreprise souvent souffre du fait qu'un élève ingénieur va avoir une super idée technique et sait ce qu'il doit créer, mais il n'est pas trop capable de le vendre et de faire un budget. Et puis un élève d'une école de commerce, il va plus avoir cette bosse-là un peu commerciale, mais il n'a pas les connaissances techniques. Donc si vous faites se rencontrer ces gens-là, généralement vous trouvez une solution pour créer des entreprises qui risquent de vraiment fonctionner, quoi. Et puis il y a les logiques de site aujourd'hui. Les logiques de site, c'est le fait qu'effectivement on est un peu dans un phénomène de régionalisation. Vous avez vu la réforme des régions, ça va un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on rassemble différentes régions pour en faire les plus grosses et un peu des plus fortes, c'est ça l'idée. C'est aussi ce qu'on demande au niveau de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'il y a des associations, ça s'appelle des communes, et on essaye de faire en sorte que la grande école d'ingénieurs, soit avec la grande école de commerce, soit avec l'université, soit avec le DUT, et tout le monde soit dans un même groupement. Et ça, c'est des trucs qui sont un peu alternatifs forcément au phénomène de fusion. Parce que quand Schema, Nice, on leur demande de faire partie du commun de Nice, ils disent moi je veux bien, mais j'ai une partie de mon école, elle est à Lille. Et pour le coup, on n'est plus du tout dans la même région. Et là, brutalement, ça devient un peu plus compliqué. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui se développe avec des relations compliquées parce qu'en France, les relations entre l'université et les grandes écoles est compliquée. On est assez... comment dire, ça peut être assez marqué idéologiquement, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, et des fois les relations sont difficiles. Nous, je sais que par exemple à Montpellier, on a plutôt la chance d'avoir de bons rapports avec Montpellier 1 et Montpellier 2. Montpellier 3, on est vu comme le diable, c'est-à-dire que s'il y a le mot entreprise dans une phrase, tout de suite forcément on est des dangereux capitalistes sanguinaires. Et donc dans ces cas-là, c'est compliqué de collaborer, c'est compliqué d'avancer. À terme, il y a quand même une logique qui montre qu'on risque d'aller vers ça, même si suivant les régions et suivant les écoles, ces communes fonctionnent bien dans certains cas, mal dans d'autres cas. Les situations sont très hétérogènes. Écoutez, j'allais passer sur l'autre phase. Là, je crois que j'ai fini un peu ce tour d'horizon par rapport à tous ces phénomènes de fusion et d'alliance. Ma conclusion par rapport à ça, parce que vous, j'imagine que la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que je vais dans une école qui a fusionné? Non, forcément. Au dernier SIGEM, donc c'est l'affectation des élèves, Neoma et Kedge ont eu beaucoup de succès. Et c'est des écoles qui avaient avant beaucoup de succès. Même s'il a commencé un peu à avoir des rumeurs sur les difficultés que ça peut avoir, de manière générale, les étudiants ont suivi ces écoles et y sont allés. Nous, c'est marrant parce qu'on a des fois des étudiants qui viennent nous rejoindre en disant mais on a choisi Montpellier aussi parce que voilà, c'est indépendant, c'est stable, vous n'allez pas fusionner et nous, ça nous plaît. Je crois que pour le moment, vous êtes quand même face à des écoles, et là je parle pour Kedge et Neoma, qui sont des écoles solides et qui à terme vont fonctionner. Après, il y aura sans doute un petit moment de flottement en termes d'organisation, le temps que tout se mette en place. Donc vous arrivez pile poil à une période qui peut être de ce point de vue-là un petit peu compliquée. Mais ça reste quand même des écoles sérieuses qui sont adossées à des... Voilà, Marseille, Bordeaux, Reims, Rouen, il y a des grosses CCI, il y a de gros moyens. Les efforts seront faits pour que finalement ça marche. Après, comme je vous disais, à la fin, de toute façon, c'est vous qui allez faire l'école et vous allez y passer 2 ou 3 ans. Les classements, la réputation, tout ça, c'est hyper intéressant. Mais à un moment, c'est vous qui ferez l'école. Moi, j'ai souvent plein de jeunes qui viennent me voir. Je voulais aller dans telle école, mais mon père me dit ça, mon voisin me dit ça, mon prof me dit ça. Et à la fin, je lui dis, mais c'est eux qui vont faire l'école. Ils vont être dans la ville avec toi, ils vont passer de... Non. Je lui dis, alors choisis toi-même. C'est pas ton père qui va faire l'école. Je fais un choix personnel. Alors évidemment, comme les parents peuvent être le financeur, des fois, la pression est un peu plus forte, forcément. Mais néanmoins, comme je vous disais, si vous allez à HEC Montpellier, je vous conseillerais de prendre un HEC. Même s'il faut être capable de vivre, d'être dans la première école d'Europe, hein. C'est-à-dire que psychologiquement, il faut être capable de subir cette pression-là. Moi, j'avais un pote qui avait eu HEC, et au bout d'un an, il a quitté HEC, après 2 ans de prépa, et on était tous...
Et il a dit, ah non, non, mais moi je me sens pas bien, quoi, c'est pas mon truc. Ce discours, cette façon d'être, je m'épanouis pas. Quoi. Et je crois qu'à un moment, il faut être aussi capable de bien voir l'école qui vous convient. Ça, c'est quelque chose d'important. Et l'école qui vous convient, c'est l'école où vous allez réussir à vous épanouir et que vous allez préparer votre vie future et que vous allez retomber sur vos pieds professionnellement et personnellement. Des fois, il faut être, entre guillemets, bon dans une école moins bonne que pas bon dans une école très bonne. Hein. C'est un peu le truc. Mais il y a un peu de ça aussi. Et puis, il n'y a pas de bonne voie, il n'y a pas de mauvaise voie. Si la bonne voie, c'était HEC, ça voudrait dire que tous ceux qui ne sont pas HEC étaient voués à l'échec. Or, la réalité, elle est complètement différente. Vous allez faire un diplôme dans un environnement où le diplôme est important. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, il est plus suffisant. Il y a 40 ans, il y avait la queue devant l'école le jour des diplômes. Et les gens choisissaient leur entreprise. C'était aussi une période où vous perdiez un boulot le matin, vous en aviez l'après-midi. C'est fini, ça. Moi, quand je suis allé à l'école, c'était il y a 20 ans, c'était déjà fini, ça devenait déjà plus compliqué. Et puis aujourd'hui, c'est plus compliqué de ce point de vue-là, parce qu'on va vous demander de l'expertise dans certains domaines, on va vous demander un savoir-être, on va vous demander un savoir-faire, mais c'est bien dans un sens, tant mieux. Ça veut dire qu'on est exigeant avec vous, vous êtes exigeant avec nous et vous avez raison de l'être, mais je crois que quelque part, à un moment, on n'a rien sans rien, et il ne faut pas tomber dans la médiocrité, surtout à vos âges, on prend les bonnes habitudes ou on ne prend pas les bonnes habitudes. De ce point de vue-là, faire une prépa, je crois que c'est un super apprentissage. Moi, j'ai fait une prépa, j'ai jamais regretté de l'avoir fait, parce qu'en termes de méthode de travail, en termes de force de travail, c'est quelque chose que j'aurais appris nulle part ailleurs. Et ça me sert encore aujourd'hui, je le vois. Quand je suis avec d'autres collègues et qu'il faut mettre un coup de rein parce qu'il faut travailler, je travaille 8 heures, ils travaillent 2 heures. Et j'ai encore cette capacité-là que d'autres formations ne vont pas vous donner. Et de ce point de vue-là, c'est quand même assez intéressant. Une conclusion qui dure trop longtemps, ça s'appelle.